Bienvenue à toutes et à tous dans La Boîte à Gants, le podcast qui donne de la voix à vos histoires automobiles, mais pas que. Je suis Yann Delplanque et chaque semaine je vous en partage de nouvelles. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Mathieu César, le talentueux photographe et vidéaste, devenu célèbre pour ses photos de mode en noir et blanc. À travers cet épisode, Mathieu nous raconte son enfance et son parcours qui ne laissait pas présager un tel avenir. Lui qui, à 15 ans, débarque seul pour devenir apprenti coiffeur. Mais une seule chose a toujours été là et ne l'a jamais quitté, son amour pour tous les objets motorisés. Cette passion lui vient de son père et l'on pourrait même dire qu'elle est à l'origine de sa naissance. Je laisse planer le mystère sur cette annonce au risque de vous spoiler. Vous allez découvrir les rencontres et les aventures mécaniques que Mathieu a pu vivre au fil de son parcours aussi atypique qu'exceptionnel. Et croyez-moi, on aurait pu vous faire un épisode de 5 heures sans problème si on avait eu le temps. Entre les heures passées sur le Bon Coin pour dénicher ses prochaines pépites, ses frayeurs au volant ou au guidon d'engins aussi divers et variés, et les moments qu'il a pu vivre autour de cette passion dévorante avec ses amis comme Johnny Hallyday, Romain Grosjean, Benjamin Biolay ou encore Mathieu Lamour, que je salue au passage et que je remercie pour la mise en relation avec Mathieu. D'ailleurs, je ne peux que vous conseiller d'aller écouter l'épisode qui lui est consacré et qui complétera parfaitement celui d'aujourd'hui. Je vous mets le lien en description. Bref, cet épisode est une perle. Mathieu César nous livre autant d'anecdotes que d'histoires complètement folles que vous n'avez sûrement jamais entendues. Vous retrouverez toutes les coulisses du podcast sur Instagram, @dbg_podcast, et vous pouvez découvrir les vlogs sur la chaîne YouTube Dans la Boîte à Gants. En effet, à la rencontre de mes différents invités, à l'occasion des enregistrements, je vis des expériences uniques que j'ai décidé de vous partager à travers les vlogs. Alors foncez vous abonner à la chaîne YouTube Dans la Boîte à Gants et sur votre plateforme de podcast préférée. Pensez aussi à activer les notifications pour ne rien rater des prochains vlogs et épisodes. Vous pouvez aussi découvrir tous les épisodes qui sont déjà sortis que vous n'avez pas encore eu le temps d'écouter. Avant de débuter l'épisode, j'ai un petit service à vous demander. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez laisser un commentaire sur Apple Podcast. Rien de plus simple, cela prend 2 secondes et c'est bien évidemment gratuit. Il faut simplement un iPhone ou un Mac. Un seul commentaire suffit puisqu'il n'est pas assigné à un épisode précis, mais à l'ensemble du podcast. Cela permet au podcast de gagner en visibilité et donc par conséquent de pouvoir convaincre des invités toujours plus incroyables de venir dans la boîte à gants. Je vous souhaite un bon épisode. Salut Mathieu. Salut Yann. Je suis ravi de t'accueillir dans la boîte à gants, même si en fait on est chez toi là. Est-ce que tu peux te présenter un peu en 2 mots pour les gens qui n'ont pas encore compris qui tu étais ? Alors pour les gens qui n'ont pas compris qui j'étais, ce qui est fort probable parce que même moi des fois j'ai du mal à me comprendre moi-même. Donc je suis Mathieu César. Je suis connu pour être photographe, mais je fais de l'image en général, la direction artistique, des voitures, plein de choses. Je pense que la plupart des gens te connaissent pour tes photos en noir et blanc photos de mode plutôt. Ouais, de mode. Même si j'ai toujours été dans un truc où les gens de la mode m'ont toujours un peu considéré comme un photographe d'art et les gens de l'art comme un photographe de mode. Donc j'ai toujours réussi à être. C'est mon chien qu'on entend derrière, qu'on entendera sûrement Django, un peu plus tard, Django. Donc j'ai toujours été virevolté dans les univers. Mais oui, je suis surtout reconnu comme un photographe de mode. À côté de ça, il y a quelque chose qui a par contre jamais changé, c'est ton amour pour l'automobile, la moto. Ça, c'est depuis l'enfance. D'où ça vient un petit peu cet amour-là ? L'amour de tout ça, c'est l'amour des moteurs en général, je crois. J'ai grandi avec un papa assez à part. Et ce père m'a toujours baigné dans des histoires de moteurs. Qu'elles soient imaginaires ou réelles, j'ai toujours été bercé par des histoires autour de l'automobile ou des avions ou des bateaux. Voilà. Mon père était, je pense, un peu un des premiers à Paris à vendre des voitures anciennes. À une époque où les voitures anciennes n'étaient pas un objet particulièrement cool. Et c'était plus considéré comme des vieilles voitures. Et mon père, je sais qu'à l'époque, il avait déjà cette vision de ce qu'est le Youngtimer aujourd'hui, mais retranscrit dans une autre époque et une autre période. Et d'ailleurs, tu es finalement le fruit d'une histoire automobile. Je suis le fruit d'une histoire automobile. Je suis le fruit de la 203 cabriolet, qui un jour, mon père, dans la fin des années 70, il remontait les Champs-Élysées avec une 203 cabriolet blanche.
Et au feu rouge, il y a un mec qui est monté dans sa voiture comme ça, qui a ouvert la portière, qui est monté dedans, qui lui a demandé d'aller faire un tour. Et cette personne, c'était mon oncle. Et cet oncle lui a présenté ma mère. Et de cette rencontre dans cette 203 est né 2 enfants. Mon grand frère qui est né en 79 et moi en 87. Donc on le dira jamais assez, les feux rouges peuvent tout changer, quoi. Les feux rouges peuvent tout changer. Il y a une période d'ailleurs, je m'amusais à... C'était mon grand truc dans Paris, je m'amusais à dessiner des smileys dans les feux rouges, tu sais, je mettais un smiley qui faisait la tête à la lumière rouge et j'aimais bien parce que moi ça me faisait rigoler et à chaque fois je repassais au même endroit et je les voyais toujours, ça met très longtemps, je pense, administrativement, avant qu'ils les enlèvent. Parce que c'est pas trop visible, peut-être. Parce que c'est pas trop visible, ça gêne pas. Et moi, ça me faisait marrer. Et à chaque fois, ça me faisait marrer de me dire que ça ferait marrer quelqu'un d'autre au feu rouge aussi. Par rapport à ce que tu disais, que ton père était un artiste un peu... en tout cas, pas une vie conventionnelle. Tu grandis un petit peu, si je me souviens bien de ce que tu m'expliquais, dans une roulotte près d'arbres, en tout cas jusqu'à tes 12 ans. C'est quoi un petit peu ce quotidien enfant ? J'ai grandi de 6 à 12 ans, j'ai grandi sur un terrain en Normandie à côté de Velette-sur-Mer. Et c'était un espèce de... En fait, il y avait les ruines d'une maison que mon grand-père avait commencé à construire dans les années 50, quand ils sont arrivés avec mon père de Madagascar. Parce que mes grands-parents, mes arrière-grands-parents ont vécu longtemps à Madagascar. Mon père est né à Madagascar. Et quand ils sont arrivés en France, mon grand-père était ingénieur chez Air France. C'est lui qui a dessiné d'ailleurs les pistes d'atterrissage à Madagascar. Ok. Et il a été muté à Roissy pour travailler sur le design des pistes d'atterrissage. Et il a construit cette maison en Normandie. Et puis mes grands-parents, chose qui se faisait pas vraiment à l'époque, ont divorcé. Et cette maison n'a jamais été finie. Et un jour, mon père s'est dit, je vais finir cette maison. Et puis mon père, qui était un grand rêveur et un grand farfelu, n'a jamais terminé cette maison. Cette maison, elle en est au même stade aujourd'hui. Mais il y avait un énorme terrain avec des arbres et on a vécu pendant 6 années une vie de Peter Pan dans cet endroit. Mais il y a une autre chose qu'il a jamais fini et qui t'a beaucoup inspiré aussi, c'est la Ford Comet. C'est la Comet, ouais, la Comet Facel Vega. J'ai l'impression que je connais cette voiture par cœur alors que j'ai même pas fait 1 kilomètre avec cette voiture. Cette voiture, il l'a achetée avec ma mère vers ma naissance, je crois. Et elle roulait pas. Donc c'est une voiture des années 50 entre... Elle est de 1954, la Ford Comet. C'était une voiture qui était là pour que Ford s'impose un peu en France avec un modèle pas trop américain, mais qui avait des petites touches américaines, mais avec un design européen. Mais qui était censé être une voiture de luxe, vraiment. Puis à l'époque, je crois que c'était parmi les 10 voitures les plus belles du monde. Ouais, vraiment. Comme vraiment, parce qu'ils avaient... déjà, ils avaient demandé à Jean Daninos, qui était le designer de Facel Vega. Et lui-même avait repris des codes... quand on la regarde un peu de devant, on dirait un peu une châssis court Ferrari. L'arrière, il est... Enfin, c'est une voiture vraiment à part. Et cette voiture, l'intérieur est magnifique. Elle a un tableau de bord qui est tout en alu, avec des compteurs dans tous les sens. Et mon père a dû racheter ça rien du tout à l'époque. Et moi, et il l'a jamais refaite. Et moi, j'ai fait toute mon enfance dans cette voiture. Et ça m'a vraiment éduqué à l'automobile, cette voiture. Et ça m'a donné le goût du truc. Et c'était là, pour moi, la seule voiture qui peut se transformer en bateau, en avion, enfin, à tout ce qui se conduit avec un volant. Tout ça sans bouger, bien sûr. Tout ça sans bouger, mais le film tournait autour de moi. Et d'ailleurs, je vais lancer un petit message à ce podcast si jamais quelqu'un écoute, parce que l'histoire est un peu triste de cette voiture, parce que mon père est décédé il y a 15 ans. Et j'ai donc récupéré cette voiture avec une autre voiture. Et la première voiture de mon père, il l'avait gardée aussi, c'était une licorne. La licorne, c'était une voiture de luxe des années 30, française, carrossée par Duval. Et c'était vraiment la première voiture de mon père.
Et même si elle me plaisait beaucoup moins que la Comète, parce que elle avait un côté un peu taco, moins voilà dans ce que j'aimais. Bah, c'est une autre époque, c'est plus carré. C'était une autre époque, ouais. Et j'avais un garagiste à la campagne à l'époque qui m'avait dit, écoute, je pense que la bonne idée, parce que elle a l'air en moins bon état, mais je pense que ça serait bien de vendre la Comète pour que je te refasse avec le budget la Licorne. Et je m'étais dit, bon, c'était la première voiture de mon père, après tout, j'étais parti pour cette option. Et ce garagiste a vendu cette voiture sans me le dire, et il l'a vendue à un prix de rien du tout, genre on parle de 5 000 euros, alors qu'aujourd'hui une Comète ça coûte 70, 80 000 euros. Et il l'a vendue à un mec, on ne sait pas. Et ce mec a fait a déposé le bilan de son garage, il a fermé son garage, il a failli se suicider, enfin il a disparu de la circulation. Donc du coup aujourd'hui j'ai perdu cette voiture que je regrette énormément. Et la Licorne, elle en est toujours au même endroit et du coup voilà, faudrait que je mette un gros billet pour la remettre en route. Tu devais être fou quand le mec l'a vendu. J'étais fou et puis bon, le garagiste c'était un peu un ami de ma mère et tout, donc il venait de perdre son garage et tout, donc vu que je suis un mec plutôt sympa, je suis jamais allé le voir et je l'ai jamais chopé au callback en disant ma bagnole et tout. Donc j'ai un peu laissé tomber le truc, mais aujourd'hui je serais prêt à racheter cette Comète et je donnerais tout pour la retrouver, quoi. Bah écoute, le message est transmis. Si vous écoutez, si vous avez cette Comète, faites-nous signe. Ou si vous en voyez une, parce que il y en a tellement peu. Moi j'ai jamais vu de ma vie une Comète rouler. J'en ai jamais vu non plus. Et j'en ai jamais croisé, j'ai jamais vu un rassemblement avec une Comète. Donc c'est vraiment une voiture qu'on voit très peu. Donc le jour où vous en voyez une, celle-là était noire, même si elle est d'une autre couleur, prenez-la en photo, envoyez-la moi parce que c'est peut-être celle-là. Et qu'est-ce qui se passe là à 12 ans? Tu quittes un petit peu cet univers Robin des Bois et tu retournes chez ta mère, c'est ça? À 12 ans, il y a une petite cassure qui se fait avec mon père parce que à 12 ans, on a envie il y a l'adolescence qui arrive et puis j'en avais un petit peu marre de la vie d'Indien. Ouais. Et j'ai décidé de repartir vivre avec ma mère qui avait des bases plus stables. Et j'ai déménagé, j'ai commencé à vivre avec ma mère. C'est à ce moment-là que tu commences à bricoler des mobylettes pour te faire un petit peu d'argent? Ouais, voilà. Donc je suis arrivé chez ma mère avec un vélo et puis je me suis très vite rendu compte que les distances à la campagne étaient compliquées à faire qu'à vélo. Donc il fallait que je trouve un moyen et c'était la mobylette. Et là, s'est enchaîné un long cheminement de retapage, vente, revente de mobylettes. Et j'ai commencé avec une Magnum Racing MBK. Alors, le modèle précis, là, je l'ai pas en tête, là. C'était une mobylette qui était en fait ni plus ni moins que la Club de MBK, qui est une mobylette qui faisait depuis toujours, qui était un dérivé de la mobylette bleue. Sauf que dans les années 90, il l'avait, on va dire, tuné un peu en lui mettant une bulle avec un petit phare lenticulaire devant et une petite coque un peu racing. Et pour moi, c'était la mobylette de compète, quoi. Sauf que à cette époque-là était la grande arrivée de toutes les 50 à boîte, les derbies et tout. Donc j'ai très vite revendu les mobylettes pour m'acheter une derby, qui était une derby Sandael, qui était la plus moche des derbies, qui était un espèce de trail un peu bizarre, qui avait pas du tout marché. Mais moi, je l'avais customisé, je l'avais rendu un peu style Paris-Dakar des années 90. Et je l'avais revendu plus cher que je l'avais acheté. Et puis, jusqu'à temps que j'ai le mieux du mieux, l'ARS, Aprilia et compagnie, quoi. Et avec ce petit pécule, tu pars à Paris, c'est à ce moment-là aussi, vers 16 ans, tu pars à Paris? Et après, je pars à Paris, et je quitte Paris à 15 ans. Et je deviens apprenti coiffeur. Et là, plus de mobilette. Forcément. Plus d'argent non plus. Plus d'argent non plus. Voilà, je repars à zéro. Je gagne 300 € par mois en étant apprenti coiffeur. Surtout que je crois, si je dis pas de bêtises, que t'es même pas allé au bout de tes études, donc t'avais même pas de CAP coiffure. Je suis pas allé au bout, ouais. Je me suis arrêté. Je l'ai passé, je l'ai pas eu parce que
je vais pas m'envoyer une fleur, mais je pense que j'étais très bon coiffeur et j'étais dans un très bon salon, mais on m'apprenait pas des bases classiques. Donc à l'examen, il fallait des trucs très classiques et j'avais une super dextérité et je pouvais faire des trucs vraiment cool, sauf que c'était pas ce qu'on me demandait à l'examen. Et C'était pas assez scolaire, quoi. c'était pas assez scolaire, et le problème des examens de coiffure, c'est qu'ils sont jugés par un panel de coiffeurs qui travaillent dans la vraie vie. Et tout de suite, ils m'ont vu arriver, ils étaient très jaloux, je crois. J'étais le premier à avoir terminé mon truc, on avait 1 heure, en 30 minutes j'avais fini, j'étais fier de moi, et je suis rentré chez moi en me disant bah, c'est bon, je l'ai le CAP. Et 2 mois après, je reçois une lettre comme quoi je l'avais pas. À ce moment-là, bah, les choses de la vie, j'avais fait un film sur un court-métrage sur mon demi-frère qui était danseur à l'Opéra de Paris. Je crois que l'histoire, elle est encore plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'à la base, donc, t'étais coiffeur. Pour essayer d'expliquer un peu à nos auditeurs comment tu passes à photographe, metteur en scène, directeur artistique. C'est que si je dis pas de bêtises, ton frère te contacte pour te dire j'ai besoin d'aide. Enfin non, tu décroches un contrat pour ton frère qui est dans le cinéma. Ouais. Lui se pointe pas. Ouais. Et tu dois assumer le contrat tout seul. Ouais, et alors c'est très drôle parce que la personne qui m'avait trouvé ce boulot pour mon frère, je l'ai retrouvé il y a 1 mois. Et en fait, on s'était croisés souvent, mais moi je l'avais pas reconnu, lui m'avait pas reconnu. Et lui était sur le cul parce que clairement c'est lui qui m'a donné mon premier job, qui était une petite vidéo pour un groupe qui s'appelle Cock Robin, qui était un groupe très connu dans les années 80, qui ont fait plein de tubes. Petit groupe de rock, c'est ça? Non, je vais pas chanter, quoi, tu vois, mais Cock Robin, c'était un truc pop énorme des années 80. Et il a organisé un peu leur retour. Et mon frère n'était pas venu à ce truc-là. Et du coup, je me suis dit, bon, vas-y, je vais le faire tout seul. Après tout, j'ai demandé au loueur, je lui ai dit, c'est quoi le truc Et à l'époque, les caméras, c'était pas si simple. C'était pas comme maintenant où tu peux faire tout avec n'importe quoi. Et je me suis démerdé, j'ai rendu le truc. Ce mec-là n'y a vu que du feu parce qu'il était pas sur place. Je lui ai rendu le truc, je lui ai dit que c'était mon frère, et puis je lui ai dit, putain, c'était pas mal payé quand même, au final, ce truc, pour un truc qui m'a pris une journée. Et je me suis intéressé un peu aux caméras, et j'ai fait un petit court-métrage sur mon frère, mon demi-frère. Et à l'époque, j'étais encore dans ce salon de coiffure, et j'ai donné ce court-métrage à un client qui était le patron des cinémas MK2. Et il a adoré le truc et il me l'a diffusé dans tous les cinémas MK2. Et ça m'a permis de rentrer dans une boîte de prod. Il y a un agent qui a voulu me représenter direct. Et j'ai tout de suite commencé. J'ai fait une campagne pour Vuitton. Je suis parti en Mongolie 1 mois pour Vuitton. Et j'ai été propulsé dans tout de suite autre chose. Et comment tu te sens dans ce cas-là? Parce qu'en fait, t'as capté sans capter ce qui t'arrivait? Ouais, moi, en fait, j'avais pas trop la boule au ventre parce que je m'étais dit... et ça, c'est quelque chose qui est assez propre à moi en général dans la vie. Je me suis dit, écoute, c'est pas moi qui allais les chercher, quoi. Donc c'est eux qui m'ont demandé. Maintenant, s'ils sont déçus, je m'en fous, moi j'ai rien à perdre, quoi. Je comptais pas faire ça de toute façon de ma vie. J'avais aucun plan sur la comète. Donc voilà. Et puis ça a commencé comme ça. Et comment tu fais la transition entre plus cinéma, en tout cas court-métrage, et photographie? Et ben en fait, je me suis retrouvé représenté par un garçon qui s'appelle Mourad Belkedar, qui était producteur et qui avait à l'époque monté tout un crew de jeunes réals, et il a lancé plein de mecs genre Romain Gavras, We Are From LA, tout ça. C'est aujourd'hui des réalisateurs qui sont mondialement reconnus, et on a fait partie un peu de ce vivier de jeunes talents. Et moi, je me sentais pas à l'aise. Enfin, il y avait quelque chose qui me gênait dans le film, dans la vidéo, c'était que je dépendais de trop de gens. Et à l'époque, l'image n'était pas démocratisée comme maintenant. Ça paraît peut-être vieillot et un peu vieux con de dire ça, mais clairement, il y a 15 ans, si tu voulais avoir une image qui équivaut aujourd'hui avec ton iPhone, fallait une caméra qui coûte 30 000 €, quoi. Alors, donc, j'arrivais pas
à pouvoir retranscrire ce que moi j'avais en tête. Et du coup, j'ai glissé vers la photo parce que je savais qu'en photo, j'arriverais à avoir ce rendu. Et je me suis concentré sur la photo. Pendant 1 an, j'ai fait que des photos pour moi. Tu faisais ça plus pour vraiment ton plaisir. Je crois que tu suivais un peu la tournée de Justice. Ouais. Alors ça, c'est même c'est marrant parce que j'en parlais avec un ami avec qui j'ai filmé justement il y a toute cette scène de l'époque qui ont pour beaucoup tous explosé derrière, pour certains qui ne sont même plus en vie, pour d'autres voilà. Et j'ai tous les rushs de ce truc-là. Pendant 2 ans, j'ai filmé le quotidien de tous ces mecs. Kavinsky aussi, j'imagine. Kavinsky aussi. Vinko, ouais. Tous. Et je pense que je vais me remettre dans les rushs et remonter ce truc un jour, en racontant l'histoire et avec ses faiblesses et voilà, parce que j'avais voulu faire un truc un peu journalistique, puis finalement, c'était même pas ce qui m'intéressait, moi. C'était ce qui se passe et comment ressentir une vibe du truc. Et voilà, donc j'aimerais... Il y a des maladresses, des trucs, et j'aimerais le monter pour le sortir, ce truc. Et tu vois, c'est marrant parce que au téléphone, tu me disais, finalement, la photographie, c'est aussi... c'est un job que j'aime, mais c'est surtout un moyen pour moi aussi de m'offrir les motos, les autos que j'adore. Mais quand tu m'en parles, là, je vois quand même une sacrée passion, hein. Même pour l'image, pour tout, tu vois. Non, mais moi, l'image, c'est quelque chose qui est important pour moi, et j'ai besoin de créer des images. C'est un truc qui est en moi, mais c'est vrai quand on se parlait au téléphone, l'auto, les motos, c'est quelque chose qui me rend fou, quoi. Genre, c'est ma drogue, vraiment. Et à chaque fois, je me dis non, bon, allez, il faut que j'arrête et tout. Genre. Et non, quand je me couche, je regarde des trucs de moto, de bagnole. Ça m'anime vraiment, quoi. Tu te traînais pas mal sur le Bon Coin aussi. Le Bon Coin, je pense, c'est le site sur lequel je passe le plus de temps. Plus que sur des sites de bagnole, en vrai. Ouais. Je crois que ma culture de bagnole, je la fais sur le Bon Coin parce que je compare. Du coup, je regarde les specs et je me dis, mais attends, si celle-là, elle coûte ce prix-là, c'est pourquoi, tu vois, alors qu'elle est aussi bien que celle-là. Je suis pas sûr que le Bon Coin se rende compte que pour les passionnés de bagnole comme nous, c'est à tel point un outil important, tu vois. C'est une bible, hein. C'est une bible, c'est exactement ça. Vraiment, c'est une bible. C'est une bible. Et moi, vraiment, si on va dans mon téléphone, on regarde le site le plus fréquenté, c'est le Bon Coin, quoi. Enfin, même pas parce que du coup, j'ai l'application du Bon Coin. Ouais. Qui a aussi m'a permis d'aller beaucoup plus vite dans les recherches. Ouais, c'est vrai que tu vois, je l'ai téléchargé il y a pas longtemps en plus. Mais on peut faire des vraies affaires sur le Bon Coin en plus de ça. Des fois, il y a des trucs qui passent, ou alors il y a des trucs qui restent pendant très longtemps. Moi, je cherche toujours ma Xara VTS, c'est mon obsession, je sais pas pourquoi. 167, c'est la version que je veux. J'ai regardé il y a pas longtemps, c'est marrant. Mais phase 1, en grise, intérieur cuir, introuvable. C'est une des premières bagnoles que j'ai conduit sans permis, quand j'avais 14-15 ans. C'est vrai ? Ouais. Tu sais quoi, c'est avec permis, mais c'est la première voiture que j'ai conduite aussi. Ouais. C'était la voiture de mon grand-père. Ça me paraissait à l'époque une voiture de rallye, quoi. Genre, ouais, j'aimerais bien la regoûter, tu vois, là récemment. Je sais que c'est quand même un châssis qui est pas mal, quoi qu'il en soit. Ouais. C'est moche comme pas possible, mais ça a son charme. Ouais, je trouve pas, moi. Ça a son charme. C'est comme là, tu sais, il y a une... elle est un peu plus vieille, mais dans le même genre de forme, j'aime beaucoup la 205 Rallye. Et j'aime beaucoup les 205 T16 et compagnie. Mais dans les 205, je préfère la 205 Rallye à la 205 GTI, par exemple. Parce qu'elle est plus... elle est plus petite, elle est plus stock. En vrai, enfin stock dans le terme usine de celle de base. Mais avec un petit truc... C'est plus rallycross, tu vois. Elle fait plus rallycross, ouais. Ouais, c'est vrai que j'aime bien l'esprit. Et justement, c'est quoi un peu ta première voiture ? On reviendra sur l'histoire du permis plus tard, parce que... Ma première voiture, c'est une... en fait, j'économisais, quand j'étais apprenti coiffeur, j'essayais de mettre un peu d'argent tous les mois. Et comme je te disais, je gagnais 350 €. Et donc, au bout de 2 ans, j'ai réussi à mettre 3000 € de côté. Et à l'époque, j'avais un client qui m'a dit « Ah, mais je vais peut-être revendre ma voiture. Est-ce que ça t'intéresse ?» Et c'était une Cooper Mini de 89, je crois.
Et elle était géniale parce que j'ai toujours aimé les trucs qui étaient un petit peu à part. Et celle-là, elle était vraiment la Mini comme on l'imagine, avec des grosses petites roues, des ailes élargies, les bandes blanches, le drapeau anglais sur le toit. Et je m'étais dit, ça y est, je vais avoir ma petite voiture de rallye à moi, ma petite voiture de course, quoi. Là, t'as une vingtaine d'années, quelque chose comme ça? Non, j'ai 17 ans. 17 ans? J'ai 17 ans et je m'étais dit, bon, je vais bien la bichonner et puis l'année prochaine, je passerai mon permis. On reviendra après sur cette histoire. Mais donc, tu as eu cette fameuse voiture. Je crois qu'il t'est arrivé une anecdote d'ailleurs avec elle. Ouais, c'était marrant parce que je l'avais ramenée à la campagne et parce que je voulais changer je voulais changer les clignotants arrière à l'époque. J'étais un peu encore dans mon délire de mobilette et de customisation. Dans le tuning. Dans le tuning. Alors, je voulais lui mettre des petits feux blancs transparents. Ça se faisait beaucoup sur les vieilles Mini. Et je crois que ça se fait toujours. Ça se fait toujours, je crois. Ouais. Je le ferai plus aujourd'hui, mais... Et du coup, je l'avais laissé dans un garage parce qu'il avait pas les pièces. Et il m'a dit, bah, je vous les installerai et tout. Et puis, 15 jours après, le mec me rappelle en me disant, bah, écoutez, j'ai bien reçu vos clignotants. Sauf que j'ai pas pu les monter parce que j'ai un client qui s'est mis derrière et il a laissé sa première. Et quand il est reparti, il a tapé derrière et la voiture a défoncé le mur qui était devant. Donc elle s'est fait plier en accordéon. Et en fait, ça a été un moins pour un plus parce que je me la suis fait rembourser par l'assurance plus cher que je l'avais acheté. Donc ça a été mon cheminement à pouvoir m'acheter des voitures de mieux en mieux. Donc tu fais une plus-value sans chercher de plus-value finalement. Voilà. Et qu'est-ce que tu t'achètes juste derrière? Et derrière, alors je me suis acheté un truc rien à voir. Derrière, j'ai commencé justement ce petit court-métrage et tout. J'ai commencé à gagner un petit peu d'argent. Il s'est passé un peu de temps, je pense. Un petit peu de temps, ouais, un an ou deux. Et là, je me suis dit, bon, je vais prendre un peu ma revanche sur le monde et je vais m'acheter un Porsche Cayenne. Et j'ai acheté un vieux Porsche Cayenne. Donc t'avais 19 ans. 19 ans. Et tu roulais en Cayenne. Ouais. L'insolence. L'insolence totale. Il était tout noir. Et ce Porsche Cayenne, c'était... pour moi, c'était fou parce que c'était justement un jeu vidéo de James Bond où il y avait un Porsche Cayenne dedans. Alors que j'ai vérifié il y a pas longtemps et le Porsche Cayenne n'existe pas dans le film. Et je sais pas pourquoi il était dans le jeu vidéo. Je sais pas non plus. Je vais chercher, tu vois, parce que j'en ai aucune idée. Ça devait être un deal peut-être qu'ils ont trouvé après, mais en tout cas, on pouvait conduire un Porsche Cayenne dedans. Et je me souviens, c'était hyper bien fait. Pour l'époque, il y avait une 3D qui était hyper bien rendue et surtout ce qu'ils avaient rendu, c'était à faire le bruit du Cayenne, qui avait un bruit particulier quand même, le Cayenne. Et pour moi, ça y est, je roulais dans une Porsche, quoi. Et malheureusement pour toi, c'était l'époque où l'essence était très chère, d'ailleurs, un peu comme maintenant. L'essence était très chère et je crois que le Porsche Cayenne de la première génération devait bouffer 25 litres, 30 litres au 100, quoi. C'était incroyable. Donc j'avais un Porsche Cayenne, mais j'avais pas les moyens de mettre de l'essence dedans. Donc je le prenais avec parcimonie. Et d'ailleurs, c'était ma copine à l'époque qui le conduisait parce que j'avais pas le permis officiellement. Et enfin, tu l'as conduit quand même un petit peu parce que tu m'as raconté cette fameuse anecdote qui va permettre de révéler ce scoop un petit peu. Tu sais, l'anecdote en Normandie. Ouais, alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors ça a été magique. C'était, je crois, le 60e anniversaire du débarquement de Normandie. Et donc, j'avais pas le permis. Et j'étais parti avec un copain qui conduisait pour moi. Et je m'arrangeais toujours, même quand je conduisais, à avoir quand même quelqu'un dans la voiture qui ait le permis. Et je m'arrangeais toujours à avoir une voiture qui était en règle, qui avait une assurance, voilà. Et là, je conduis ce Porsche Cayenne et j'arrive dans un village. Et dans ce village, sur l'autre côté de la route, il y a un barrage de police, un barrage de gendarmerie. Et là, ils me voient tous passer avec le Porsche Cayenne, mais ils peuvent pas m'arrêter parce que je suis de l'autre côté de la route. Et là, j'accélère un petit peu, je regarde dans mon rétro, je me dis, j'ai les gouttes qui glissent le long de mes joues. Et là, en fait, je vois que 100 mètres plus loin, il y a un barrage aussi de l'autre, du bon côté de la route, de celui où je suis. Et là, je vois une fille une gendarme qui se met au milieu de la route. Et donc, j'essaye d'anticiper son geste et je mets mon clignotant pour lui montrer que c'est moi qui m'arrête à elle et pas l'inverse. Et donc là, elle arrive et
Et elle me dit, elle va pour me demander mes papiers. Là, je lui dis, bah écoutez, j'ai une carte de presse, je suis autorisé à être dans cet endroit parce qu'ils avaient bouclé tout le département, parce que il y avait Obama, Poutine, tout le monde qui passait par cette route-là, et voilà, tout le circuit était bloqué, quoi. Et donc, je lui dis, bah écoutez, je donnais une carte de presse et je devais récupérer auprès des autorités un papier, un espèce de laissez-passer via cette carte de presse. Et là, la fille, elle est un peu perdue. Elle me dit, bah écoutez, ça devait être une réserviste. Ça sentait qu'elle était pas, Et elle me dit, bah faites demi-tour. Il y a mon commandant qui est dans le village. Et là, je me dis, putain, je dois faire demi-tour. Je vais me faire. Je suis mort, quoi. Je suis mort parce qu'ils m'avaient tous vu passer. Et c'était dit un mec de 20 piges, 22 piges dans un Porsche Cayenne. On n'y croit pas du tout. Et donc, je fais demi-tour. Donc, j'avais pas le choix. Je fais demi-tour. Je retourne au truc, et puis là, le vrai commandant de gendarmerie, il est au milieu de la route, il m'attend, il a une moustache qui fait 40 cm de long. Et là, je baisse la fenêtre, et là, il commence à me demander le permis. Et là, j'essaye de l'enchaîner direct sur mon truc. Je dis, bah écoutez, vous venez de me voir passer, j'ai fait demi-tour. Donc là, le mec se dit peut-être, bon, si le mec a fait demi-tour, je lui dis justement, j'ai besoin de récupérer un laissez-passer, voilà ma carte de presse. Et là, par chance, il y a des voitures qui se mettent derrière moi, je bloque la route et il me dit, bon, mettez-vous sur le côté, là, voyez, avec l'adjudant en dessous, quoi. Et là, donc l'adjudant arrive, et puis je lui dis, bah oui, je suis perdu, là, je comprends pas, et tout. Donc le mec va chercher une carte, il commence à poser la carte sur le capot et tout. Et pendant ce temps-là, il y a le deuxième qui regarde la plaque d'immatriculation et tout, et je me dis, moi, je suis cuit, là, genre... Et il me parlait, il me disait la route, j'écoutais même pas tellement j'étais focus sur le truc. Et ça se termine, il récupère sa carte, je remonte dans mon truc, et puis là, je me dis, putain, je lui ai laissé la carte de presse. Et je me dis, je suis cuit. Et en fait, là où j'étais dans la merde, c'est que, en fait, mon truc rodé quand je me faisais arrêter sans permis, c'était que je donnais le nom d'un copain à moi en disant que j'avais pas mes papiers. Sauf que là, je pouvais pas lui donner une carte de presse. Je lui avais donné une carte de presse avec mon nom et ma photo dessus. Donc, je pouvais pas lui dire que le mec qui conduit, en fait, c'est une autre personne. Donc, je me dis, putain, genre, je suis passé à travers, mais là, je dois lui redemander ma carte. Et je me dis, j'ai deux chances, c'est ou je laisse ma carte et puis je me casse, mais je vais me faire rattraper par un autre truc, je pourrais plus passer après, je serais bloqué. Donc, je redescends du truc, je demande la carte, je reprends la carte, je remonte dans le Cayenne, je vais pour partir et le commandant se remet au milieu de la route. Et là, il me fait baisser la vitre. Et en fait, pour accéder à cet endroit où il y avait les cérémonies, pour les gens de la presse, il fallait qu'ils portent un uniforme militaire d'époque pour se fondre avec la masse des cérémonies qui étaient en costume d'époque et tout. Donc j'étais habillé en militaire et mon pote aussi, on avait le même uniforme. Et là, là, je me dis, bon, bah, je suis mort. Et il regarde ma plaque d'immatriculation, le Cayenne était immatriculé en Corse. Et il me dit, mais vous venez de la base de Salenza, je sais plus le nom de la ville en Corse, mais c'est une ville où il y a une base de parachutistes. Et puis moi, je regarde le mec, je regarde mon pote, et puis je lui dis, oui. Et là, le commandant, il me dit, bah attendez, je vais appeler les collègues au prochain rond-point et je vais vous mettre une escorte. Ce qui n'a aucune logique en soi, parce que t'avais une carte de presse. Donc s'il avait fait le lien... Aucune logique. Putain, juste des anges gardiens, quoi. C'est ouf. Et tu repars avec l'escorte en plus. Et là, je pars. Et là, on arrive au rond-point. Et puis là, pas une escorte, pas 2 motos, pas 3 motos, 4 motos de gendarmerie qui sont devant le Porsche Cayenne, en train de m'escorter tout le long, là où Obama va passer dans 5 minutes après moi. Du coup, tous les gens sur la route pensent que c'est Obama. Et c'était assez drôle. C'était un grand moment. Vous avez dû tellement kiffer avec ton pote dans la voiture. On a rigolé, lui il prenait des photos en même temps. C'était surréaliste. Oh, et ça m'est arrivé 2 fois. 2 fois, je me suis retrouvé sans permis. La première fois, c'était ça. Et la deuxième fois, j'avais pas encore le permis moto et c'était un l'enterrement de Johnny Hallyday. Où j'avais... c'est moi qui conduisais sa moto, sa Harley devant le convoi funéraire. Et j'étais entouré de la garde républicaine. Et c'est pareil, j'avais un triangle de la garde républicaine autour de moi et je conduisais la moto de Johnny.
et j'avais pas le permis, quoi. Genre, bon, là, pour le coup, je m'en foutais ce jour-là parce que j'étais triste et je me dis, de toute façon, rien ne peut m'arriver sur cette moto, je m'en fous. Mais voilà, c'était marrant. Concrètement, t'as le permis auto et moto depuis combien de temps? Le permis auto, je l'ai depuis 4-5 ans, je crois. Et moto depuis 2 ans. Ça comme quoi, faute de temps, en fait, t'as laissé traîner, quoi. Ouais, et j'ai laissé traîner, et puis j'avais plus le temps, voilà. Et en fait, il y a un mec qui a vraiment changé ma vie, qui a une auto-école qui s'appelle Royal Speed. Bon, salut. Et voilà, on le salue, il s'appelle Guillaume. Et ce mec-là a changé ma vie parce que il m'a fait passer le permis en 1 mois, légalement. Alors que avant j'avais essayé un peu toutes les combines les plus illégales pour avoir le permis, et puis à chaque fois j'avais laissé tomber et tout parce que je m'étais dit ouais, à la limite je me suis pas fait choper sans le permis, sans papier, je veux dire c'était un coup à me faire gauler avec un faux papier, je me dis c'est presque pire, donc j'avais jamais passé le truc, et puis ce mec là m'a géré le truc, et il a fait passer le permis à énormément d'artistes à Paris, parce qu'on s'est tous refilé le truc, et je me suis aperçu que j'étais vraiment pas le seul dans cette situation. Et moi, ce qui m'a impressionné dans ce que tu m'as dit, c'est qu'à côté de ça, t'as réussi à toutes les assurer, tes bagnoles. Toutes celles que t'as pu avoir. Ça, je trouve ça dingue. Bah ouais, en fait, on peut assurer une voiture. La seule question, c'est si t'as un pépin et que c'est toi qui l'as conduit et que t'as pas le permis, ouais, t'es mort. Ton assurance te suit pas. Mais avoir un papier officiel d'une voiture et qu'elle soit assurée, parce que moi, l'idée, c'était que j'assurais toutes mes bagnoles et je les faisais officiellement conduire par des copains. Oui, tu te mettais peut-être pas en conducteur principal. Ouais, non, j'étais pas en conducteur principal. Là, juste les papiers et l'assurance est à mon nom. Ouais, comme ça passe. Ouais. Voilà. Et donc après, ce fameux Cayenne avec lequel t'as vécu des aventures folles, tu le revends parce que ça coûte un bras, j'imagine. Ouais. Qu'est-ce que tu te prends? Et après, en fait, je l'ai revendu plutôt bien. Je sais pas comment, mais je l'ai vendu aussi plus cher que je l'avais acheté. Parce qu'il avait roulé sur les traces d'Obama, peut-être. Peut-être, ouais, sûrement. Et j'ai acheté une Ferrari mondiale. Et pour moi, c'était un truc incroyable parce que c'était une vraie Ferrari. Elle était rouge. Et c'est une voiture que j'avais eue en Burago quand j'étais gamin. Et c'est drôle parce que j'ai retrouvé il y a pas longtemps une photo de moi devant le stand Ferrari en 91, je crois. Et il y a une mondiale dessus, il y a une Testarossa derrière. Puis là, t'avais 22 ans et tu t'as acheté une Ferrari mondiale. Ouais. C'était une belle revanche, quoi. C'était une belle revanche. Et puis après, ça a été un crescendo de plein de bagnoles. Dès que j'ai gagné un peu d'argent, bam, je m'en rachetais une. Et puis des fois, je m'en achetais 2. Et puis des fois, en fait, j'avais pas compris que l'argent que je gagnais, en fait, je payais des impôts dessus. Donc, je devais les revendre. Donc, c'était des fulgurances par moment. Une voiture que j'avais très peu de temps, mais en tout cas, il y avait un peu une direction artistique un peu commune, parce que j'ai eu la Ferrari mondiale, j'ai eu la 308 GT4 Ferrari, j'ai eu des DeLorean. Donc j'étais toujours dans ce côté un peu sportif des années 80, mi-voiture, mi-rétro-futuristique. T'as été vachement éclectique quand même, parce que t'as eu aussi une Aston Vantage, si j'ai pas de bêtises. Ouais. Justement, sur tes 2 DeLorean, là, t'as 2 histoires, parce qu'en fait, elles ont un point commun. Le point commun qu'elles ont, c'est que j'ai pas roulé avec elles. Et c'est drôle parce que j'en ai acheté une et je l'ai achetée, je suis reparti de Paris avec pour l'amener chez moi à la campagne. Et elle m'a pas pété dans les mains, mais elle accélérait pas à plus de 40 km/h. Et j'ai fait tout le chemin, ça devait être un petit truc de carbu à régler, mais j'avais pas le mec compétent, et du coup elle est restée pendant 3 ans dans mon salon sans rouler. Et en fait ça allait bien parce que c'est une voiture qui est en vrai plus sympa à regarder qu'à rouler.
Ouais, les sous-motorisés. Sous-motorisés, voilà. C'est vraiment un objet de design. Pour moi, c'est vraiment une des plus belles voitures. Enfin, c'est une de celles qui me plaît le plus. Mais voilà. Et ensuite, j'en ai racheté une. J'ai fait un tournage, un shoot à Monaco avant le Covid. Et j'ai loué une voiture pour le tournage. Et puis, en arrivant dans le garage, j'ai vu cette DeLorean. Et là, pour le coup, c'était, je pense, une des plus belles DeLorean au monde. C'était la première génération avec la trappe à essence sur le capot. Et elle avait peu de kilomètres. Elle était vraiment comme neuve. C'était une time capsule. Ça portait bien son nom, quoi. Et le Covid est tombé. Elle est restée dans ce garage et puis fallait que j'aille la chercher parce que ça a duré pendant un an, plus d'un an, enfin avec tout ça et tout. Et puis au final, il fallait faire les papiers parce qu'elle était immatriculée à Monaco et tout. Et au final, il y avait une vente à Monaco chez Art Curial. Et puis j'ai remis cette voiture chez Art Curial en vente. Et du coup, elle est Tu l'as jamais roulé, quoi. Je l'ai jamais roulé. Je l'ai jamais roulé. D'ailleurs, tu sais que c'est marrant parce que quand tu m'as raconté toute cette histoire, je me suis rendu compte que sur Netflix, il y avait une série qui est sortie sur la DeLorean. Ouais. Je sais pas du tout regardé, par contre. Elle a une histoire, folle. Une histoire folle par un mec qui était un peu fou. Ouais, complètement. Mais c'est ça que j'aime bien dans les voitures, c'est que c'est toujours, il y a toujours une histoire d'un mec derrière qui est un peu fou et qui va au bout de son rêve. Et justement, en parlant d'histoire, t'es passionné d'histoire avec un grand H et de véhicules de guerre. D'ailleurs, t'en as acheté plusieurs. Ouais. Dont une Jeep. T'en as eu combien de Jeep Willys? T'en as eu 2? J'en ai eu 2, ouais. J'en ai eu 2 et j'en ai surtout eu une qui était vraiment exceptionnelle. Qui est d'ailleurs, en vrai, là, pour moi, c'est un peu la première voiture que je me suis payée parce que la Cooper, j'avais pas l'âge et je l'ai pas roulée. Mais en vrai, ma première voiture un peu que je me suis payée, c'était la Jeep Willys. La Jeep Willys, c'était pour moi... déjà, j'ai grandi en Normandie, pas loin des plages du débarquement. Donc, tous les 6 juin, il y avait des colonnes entières de blindés, de collectionneurs qui venaient. Les mecs, ils avaient des... Et il y avait ce truc-là que j'aimais bien, c'est que il y avait déjà ce truc un peu de direction artistique dans les Jeeps où les mecs se font leur Jeep qui correspond à une période, un bataillon bien précis, donc ils lui mettent tel numéro et telle radio ou pas, ou une mitrailleuse et tout. Ouais, le diable se cache dans les détails, quoi. Voilà, ça se cache vraiment dans les détails et justement, moi, je m'étais dit, si j'en achète une fois, je veux qu'elle ait une histoire. Et c'est très compliqué de tracer l'histoire d'une Jeep parce que elles sont toutes repassées plus ou moins par l'armée française, elles ont toutes été modifiées. Il reste peu de pièces d'origine dessus. Et moi, j'en ai trouvé une grâce au père d'une amie qui m'avait dit, écoute, ça va prendre du temps, alors que sur le Bon Coin, il y en a des centaines. Mais il m'avait dit, tu vas voir, ça va prendre du temps, mais je te trouverai la bonne. Et un jour, il m'appelle et il me dit, écoute, il y a un mec en Belgique qui en vend une, et l'histoire, elle est folle. Et l'histoire était dingue parce que c'était les Américains, quand ils ont fait le débarquement, ils sont remontés jusqu'en Allemagne. Et il y a eu une bataille qui a été la dernière offensive allemande, qui était ça s'est passé à Bastogne. Donc en Belgique. En Belgique. Et la voiture, elle est arrivée en Belgique et elle a pris une rafale de mitrailleuses. Les 3 mecs qui étaient dedans sont morts dans la Jeep. Et on voit que la Jeep, elle a des coups. À la fin de cette bataille, ils ont récupéré un peu tous les véhicules qui servaient pas. Et ils devaient être réincorporés pour les véhicules de pompiers de la ville. Et celle-là, ils l'ont découpée à l'arrière pour mettre une pompe, et je pense que ça devait toujours pas coller. Donc ils l'ont pas transformée en camion de pompiers. Mais elle a encore les traces, justement. Il y a 2 petites traces derrière qui montrent ces débuts de transformation. Et ils l'ont laissé comme ça, et ils l'ont mis en commémoration dans la caserne de pompiers. Et elle est restée pendant 70 ans dans cette caserne. Et 70 ans après, il y a un des capitaines de la caserne qui part à la retraite et on lui offre cette Jeep en cadeau de retraite. Et malheureusement pour lui, il est mort un mois après. Et la veuve de ce monsieur-là l'a vendu à ce Belge-là qui est le mec incontournable des véhicules blindés mondial. C'est-à-dire que c'est lui qui a préparé le char de Fury, par exemple, donc c'est vraiment Donc le film. Le film, ouais.
Ouais, donc quelque chose avec Brad Pitt. Voilà. Et c'est un mec ultra pointu. Et il m'a vendu cette voiture en me racontant l'histoire. Et je l'ai ramené et j'ai des amis qui m'ont refait entièrement cette Jeep. Mais alors, ils l'ont refait en changeant tout, les freins, les trucs et tout, mais en gardant vraiment le truc, c'était de garder la caisse d'origine et de pouvoir se dire que les derniers qui se sont mis sur ces sièges, c'est les mecs qui ont fait le débarquement, quoi. Et ils sont morts dans cette voiture. Donc l'idée, c'était de restaurer cette Jeep tout en préservant son histoire, c'est ça? Ouais, c'était vraiment d'avoir une Jeep neuve, mais avec les patines et son histoire. Et la sueur et le sang. Ouais, toute la guerre finalement, quoi. Et la guerre, ouais. Et tu l'as gardé combien de temps, cette Jeep? Je l'ai gardé presque 10 ans. Et j'avais envie de... À un moment donné, en fait, le problème de la Jeep, c'est que c'est super, ça prend un peu de la place, et enfin, même si c'est pas très très grand, mais on peut jamais aller très loin avec une Jeep parce que au bout de 10 km, t'as l'impression que t'en as fait 200. Donc, tu dois retrouver un peu les sensations des vieilles motos, non? En termes de confort. Encore pire. Ouais, c'est encore pire. Ah ouais? Ouais. C'est encore pire parce que alors pour le coup ça passe partout, mais c'est un bout de bois sans nom. Mais la sensation de conduite est marrant pour ceux qui connaissent la Jeep. Quand tu tournes dans les virages, ça drift un peu. T'as l'impression que tu conduis un peu un kart. C'est parce que la conduite est très directe. Mais voilà, j'ai décidé de la revendre. J'aime bien revendre les trucs en fait. J'ai l'impression que t'aimes bien tester aussi plein de choses. En fait, j'aime bien tester plein de trucs. Et je prends du plaisir avec des trucs qui coûtent pas cher et des trucs qui coûtent très cher. Et je peux prendre le même plaisir dans les deux. Avec une 2 chevaux ou avec une McLaren Speedtail, par exemple. Exactement. Et c'est vrai que du coup, vu que j'ai pas des budgets infinis, des fois je suis obligé de les revendre pour m'acheter un autre truc. Et donc j'avais envie de la revendre, cette Jeep, mais j'avais envie de me dire que l'histoire elle continuerait et que ce serait quelqu'un que je connais et qui la revendrait pas, surtout. Et du coup, Mathieu Lamour m'a dit, je crois qu'il y a Jean-Pierre Gagic qui en cherche une, et je l'ai revendue à Jean-Pierre. Qui est un passionné d'histoire aussi. Qui est un passionné d'histoire aussi, et qui du coup, c'est marrant, j'ai vu un automoto spécial Jeep, où il y avait ma Jeep dedans, et la Cherokee, et la dernière qui venait de sortir, donc c'était... C'est une petite Jeep Willys Star maintenant. Ouais. Voilà, c'était cool de la revoir. Ouais, c'est trop cool. Quand tu m'as raconté cette histoire, en fait, quand tu m'as raconté toute l'histoire en préparation, j'avais en tête que c'était celle de Jean-Pierre, mais j'étais pas sûr. Quand tu m'as dit, j'ai dit, ouais, non, mais c'est marrant de se dire que cette voiture, elle a été construite aux États-Unis pour délivrer l'Europe des nazis et qu'elle termine un dimanche sur Automoto, quoi. Genre, c'est cool. C'est clair. Et c'est pas les seuls véhicules de guerre que t'as eu, parce que t'as eu aussi un Dodge, je crois, et une Harley. Ouais, j'ai eu un truc de fou, et ça, c'est... Vu que j'aime bien les motos aussi, j'adore les Américains, pendant la guerre, ils avaient une Harley qui s'appelait la WLC, qui est... enfin, il y a deux modèles qui sont les mêmes, c'est la WLC, la WLA. WLA pour America, WLC pour Canadien. Et en général, c'était les mecs qui ouvraient les routes et ils bombardaient avec cette Harley. C'est d'ailleurs comme ça qu'Harley a plus se développer après la guerre, parce qu'ils avaient gagné justement ce marché de la guerre. Et j'en cherchais une, et un jour dans mon village à la campagne, je demande à un mec qui a des vieux sidecars, je lui dis, est-ce que t'en connais une à vendre? Sur le Bon Coin, il y en a vraiment pas, c'est très dur à trouver. Et il me dit, tu sais quoi, je connais un mec, c'est un ancien gendarme, je crois qu'il en avait récupéré plusieurs via l'armée. Il me dit, attends, je vais lui passer un coup de fil. Il regarde dans son vieux calepin, il appelle le mec. Je me retrouve le lendemain chez le mec. Et là, j'arrive, et dans son garage, il y a une WLA Harley Davidson qui est sur une remorque sur mesure de l'époque, mais un truc incroyable avec les cordes et tout. Et cette même remorque est accrochée à un Dodge, un 4x4. Et puis donc, j'arrive, et puis je vois le truc, et j'avais pas les moyens. Je savais ce que ça coûtait. Aujourd'hui, ça coûte 50 000 euros, une WLA vraiment dans cet état. Et moi, j'avais genre 25 000 euros. À l'époque, c'est ce que ça a coûté. Et j'étais prêt à les mettre.
Et le mec me dit bon alors, ça t'intéresse? Je lui dis bah ouais. En fait, ce qui était fou, c'est qu'elle avait 0 km. Elle était neuve. Elle était neuve sur la remorque. Elle avait 0 km. Et il me dit... c'était un personnage, le mec. Et il me dit, bon, combien tu me donnes? Et le mec, il m'avait dit, fais gaffe, parce que c'est un mec qui peut se braquer. Si tu lui dis un prix trop bas, il peut s'énerver, machin et tout. Et puis là, genre... donc, je savais pas trop comment la jouer. Et puis, je lui ai dit 15 000. Et le mec, il me dit, ok, ça marche. Et là, il me dit, mais par contre, tu vas pas partir sans la remorque. Donc, je te revends la remorque. Donc là, le mec me dit, je dis, ouais, c'est combien? Il me dit, allez, 5 000 la remorque. Je dis, bon, allez, ok. Donc là, je suis arrivé à 20 000. Tu vois, genre, mon budget, c'était 25 000. Et là, je me dis, bon, bah, ok, bah, je viendrai la chercher avec la Jeep. Et puis, le mec, il me dit, ah, mais là, cette remorque, elle marchera pas sur la Jeep. Elle est trop haute. Faut que tu achètes le Dodge. Et là, je lui dis, ouais, mais je lui dis, là, j'ai plus les moyens parce que ça coûtait déjà 15 000 balles. Et il me dit, bon, allez, je te le laisse à 5 000 le Dodge. Mais non, tu as fait le tout pour 25. Et du coup, j'ai eu le tout pour 25. Et me voilà parti sur les routes avec un camion de la Seconde Guerre, une remorque derrière et sur la remorque, une Harley qui avait 0 km. Et voilà. Et bon, pareil, encore une fois, c'était un truc qui était beau à voir dans un musée, quoi. Genre, et moi, j'avais pas la place. Le convoi faisait 20 mètres de long, quoi, tu vois. T'as dû mettre des étoiles dans les yeux aux petits gamins qui étaient sur le bord de la route à regarder. Voilà. Et justement, je me suis arrêté un jour, il y avait des gamins. Et je les ai fait monter parce que je me dis, putain, si j'étais le gamin, j'aimerais bien que quelqu'un s'arrête. Et les parents de ces gamins, c'est eux qui m'ont reconstruit ma Jeep. Donc la boucle était bouclée. Ah, c'est beau, c'est trop beau. Et on parlait de moto tout à l'heure, t'as eu aussi une moto très spéciale, je pense que ça parlera aux plus connaisseurs en tout cas de cette époque-là. T'as eu une NSU Sportmax. Ouais. Elle est magnifique d'ailleurs, je suis allé checker un petit peu tout à l'heure exactement la tienne. Ah, c'est une fusée cette moto. Un carénage noir là, tout autour. Ouais, alors... Impressionnant. Alors j'avais trouvé un moyen de me la financer parce que c'était une moto qui coûtait cher. Je l'avais payée, je crois, 45 000 euros. C'était la RS 251, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc c'est une moto de 55 pour nos auditeurs. Ouais, et Sportsmax. Et la mienne était de 54. Et surtout, la mienne avait encore une fois une histoire, et c'est pour ça que je l'ai achetée. C'est que c'était la moto de John Surtees. Et John Surtees, c'est le seul mec de l'histoire. Et je pense que ça sera le dernier parce que c'est impossible cette histoire n'existera plus. C'était le seul mec de l'histoire qui était champion du monde en moto et en Formule 1. Il a été beaucoup plus en moto. Il a commencé par la moto. Ouais. Il a été une fois en Formule 1, je crois. Ouais. Mais il a été champion du monde. Ouais, donc c'est incroyable. 8 fois en moto, je crois, ouais, de MotoGP. Énorme. Mais un malade. Et d'ailleurs, ce John Surtees, il a une histoire un peu triste parce qu'il a perdu son fils en F2, je crois. Une mort vraiment bête. C'était au circuit de Brenza, je crois. Je suis pas sûr. Mais le concurrent devant lui s'est crashé et sa roue s'est détachée. Et il s'est pris la roue de la monoplace dans la tête. Lui est arrivé derrière. Et il s'est pris le coup du lapin et il est mort. Et John Surtees a passé une fin de vie très triste à cause de ça. Mais cette moto était exceptionnelle. Et je me suis refinancé cette moto. J'avais enlevé le carénage d'origine pour mettre le même carénage qui était un moulage que j'avais fait aux couleurs de Chanel et que j'avais placé dans une séance photo. Et c'était comme ça que je m'étais un peu financé ma moto. Mais t'as valu une frayeur aussi cette moto. Elle m'a valu une vraie frayeur. Moi, je suis quelqu'un, je suis pas pilote, mais j'adore conduire vite. J'ai jamais pris de cours de pilotage ou autre. Je pense que je conduis plutôt bien, mais je suis pas peureux. Et cette moto, un jour, j'ai eu l'occasion d'aller faire une course. Je crois que c'était le truc Moto Légende. Donc je sais plus trop ce que c'était sur le circuit de Montlhéry. Et je me suis lancé comme un grand avec cette moto sur l'anneau de Montlhéry, qui était une vraie bêtise parce que cette moto, c'est une moto qui freine pas très bien, qui va très vite.
C'est comme si on T'as des roues super fines. Mais c'est comme si on mettait une moto qui va à 200 km/h sur une 103, quoi, Peugeot. Et en fait, je me suis retrouvé en haut de l'anneau, là, et puis je me suis dit, putain, en fait, maintenant, il faut que je redescende. Et vu que l'anneau, il est plus entretenu, vraiment, il y a des écarts de 4 cm entre chaque plaque de béton. Et là, en redescendant, je me suis dit, putain, je vais me tuer. Et je me suis dit, ma vie va se finir comme ça, bêtement. Et la moto, elle a commencé à partir, et je l'ai senti commencer à guidonner, comme on voit un peu en Grand Prix, là, quand les mecs partent et qu'ils se font éjecter de leur moto. Et des fois, qui rattrapent de manière miraculeuse, je sais même pas comment ils font. Je fais partie des gens qui a rattrapé la moto d'une façon miraculeuse. Pas parce que je suis bon pilote, mais juste parce que j'ai une bonne étoile, je crois. Et là, je suis redescendu. Et puis, je suis arrivé, puis je me suis dit... Bon, tu sais quoi, cette moto, je vais la revendre en fait, parce que c'était trop compliqué. Elle était trop musée pour la casser. En plus, carrément, même refaire la segmentation et toute cette moto, il y a un mec en France et en Europe, je crois, qui a 85 ans et qui a travaillé sur cette moto à l'époque et qui sait s'en occuper. C'est un moteur plutôt complexe. Et du coup, je me suis dit, bon, si je sers le moteur, elle vaudra plus rien. Donc voilà. Et je l'ai revendu chez Artcurial et je l'ai très mal revendu chez Artcurial. Comme la Harley, je crois que tu m'avais dit que tu l'avais très mal revendu aussi. Je l'ai vendu dans la même vente en fait. Ah, ok. Mais on passe le bonjour à Mathieu d'ailleurs, qui nous a mis en relation tous les deux. Ouais, exact. Pour rester un peu dans les voitures et les motos que tu as pu voir, mais il y en a plein d'autres. Il y a eu une occasion un peu manquée, on en parlait tout à l'heure en off. C'est la Ferrari 400. Ouais. Parce que à ce moment-là, t'as un copain qui s'appelle Thomas, et que beaucoup connaissent peut-être pour, enfin c'est même sûr, pour son duo Daft Punk, qui avait la Ferrari 400. Ouais, les Daft Punk, ils avaient la 400 dans le film Electroma. Et moi, c'était une voiture que j'aimais vraiment, parce que je trouvais qu'elle avait un côté ultra chic, et en même temps, c'était quand même une Ferrari, avec un V12. En plus de ça, pour la petite histoire, c'était la voiture de tous les jours d'Enzo Ferrari. Il se faisait conduire avec un chauffeur, mais... Pas c'est des Daft Punk, pas l'exemplaire en tant que tel, pas celui-ci. Non, pas celle-là, ouais. Mais le même modèle en tout cas. Et pour moi, c'était une vraie Ferrari, parce que les deux autres que j'avais eu avant, c'était la Mondiale et la 308 GT4, qui sont pas considérés comme des vrais Ferrari, mais que moi j'adore et que je considère comme des vrais Ferrari, mais il n'y avait pas le V12 Ferrari. Et du coup, je m'étais dit, bon, allez, super. Et puis, je passe un coup de fil à mon pote Thomas, et puis il me dit, ah, tu sais, c'est une galère, on a toujours des galères avec la nôtre, on a eu que des galères, et d'ailleurs, ils l'ont revendue au profit d'une association, cette voiture. Elle doit être quelque part aujourd'hui, elle a une plaque arrière avec écrit Human. Et donc, je me dis, bon, allez, je l'écoute pas, j'y vais quand même, et puis je vais l'essayer. Et à l'époque, elle coûtait genre 25 000 €, quoi. Alors, et je monte dedans. Et c'était une vraie bonne affaire. Et là, je reviens du tour. Et puis, il faisait hyper chaud, c'était en été. Et je descends la vitre électrique. Et là, la vitre électrique ne remonte pas. Et là, je me dis, oh non, trop galère. Elle est maudite. Je laisse tomber. Et je ne l'ai pas prise. Et aujourd'hui, c'est une voiture que je regrette vraiment parce que ça coûte cher maintenant. Et que c'est une vraie belle auto. Puis Mathieu, on fait bien la pub de cette voiture. Ouais. Il l'adore vraiment. Et j'ai fait une très belle photo avec ma copine sur la voiture de Mathieu d'ailleurs il y a peu de temps. Justement, par rapport à tout ce qu'on a pu dire là un peu sur le podcast, on s'est pas vraiment arrêté, mais l'automobile c'est souvent aussi des rencontres, parce que via cette passion, tu rencontres plein de gens. Je sais que justement via Thomas, tu as rencontré Romain Grosjean. Vous êtes devenus potes comme ça. Alors c'est pas le même Thomas. Ah, c'est pas le même Thomas ? Non. Ah mince, je pensais que c'était le même. Non, c'est pas le même Thomas. Ok. C'est un ami qui s'appelle Thomas Ledis. Ok. Que j'embrasse, et lui m'a présenté Romain Grosjean. Ok. J'arrive plus à contextualiser le truc de la rencontre, je crois. Je sais plus, il me le rappellera, mais en tout cas, oui, je suis devenu très ami avec Romain. C'était encore là, à l'époque où il était chez Lotus. C'était une époque où c'était assez génial, parce qu'il roulait sur une voiture où Lotus, ils étaient totalement en faillite. Et donc, c'était vraiment à la démerde. Et Romain s'en sortait bien. Il avait même réussi à faire un podium à Spa, alors qu'il y avait les huissiers qui voulaient pas le laisser prendre la course. Sérieusement ?
C'était magique cette course. Il faudrait absolument que j'en parle un jour avec lui de ce genre d'anecdote. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment les huissiers qui voulaient pas qu'il prenne la course et il a pris la course et il a fait 3e. Mais non. Donc c'était avec une voiture, mais on parle d'une voiture. Il y avait des bouts de scotch pour accrocher l'aileron, quoi. Genre c'était vraiment. Il y avait peut-être la moitié des mécanos qui étaient partis ou qui étaient plus payés depuis 6 mois. Romain, je pense qu'il avait plus de salaire. Et voilà. Et ça a été vraiment pour moi un peu une redécouverte parce que je regardais la Formule 1 quand j'étais gamin. Il y avait pour moi un vrai aspect de chevalier moderne, ne serait-ce que par les couleurs sur les casques et les codes couleurs et la baston tout simplement. Et là, je découvrais un truc qui était beaucoup plus technologique, qui était plus entre 2001 Odyssée de l'espace et donc un truc que j'affectionne aussi. Et pour moi, ouais, c'était magique. C'était magique. Et puis en plus, vu que j'étais copain avec lui, enfin, je vivais le truc de l'intérieur. C'était super. Et j'ai fait plein de grands prix avec lui. Et puis après, j'ai fait un livre sur la Formule 1 qui s'appelle Psortek à Abu Dhabi. Je t'en ferai passer un exemplaire. Ouais, carrément, je suis chaud. Mais tu sais que ça me fait penser même, tu parles de couleurs, c'est le premier mot que tu as dit quand tu as parlé de la Formule 1, de couleurs. Tu as fait la pochette de l'album de Benjamin Biolay, ouais, qui est un fan de Formule 1 des années 70, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est un fan de Formule 1 tout court. Hein. Alors, Benjamin, c'est incroyable, c'est-à-dire que c'est un mec qui connaît, tu lui parles d'une course en 93, en janvier 93, il sait qui a gagné, quel temps il a fait. C'est fou. Et jamais, même Julien Febvreau, il est scotché. Il est un peu comme Vettel, il serait capable de te sortir, tu sais, t'as vu cette vidéo où Vettel sort tous les noms des champions, année par année, complètement cinglé. Il serait de la même acabit, quoi. Ouais. Ok. Mais justement, donc, cette pochette, elle est en couleur. Et je me suis dit, par rapport à ton travail, qui est vachement plus en noir et blanc, ça dénote. Parce que cette période, pour moi, elle va avec des couleurs. Et j'avais envie de faire un tribut à cette époque. Et déjà, j'ai eu la chance d'avoir une Formule 2 qui appartenait à Jean-Pierre Beltoise. La fameuse Matra, ouais. La fameuse Matra, qui est vraiment cette Matra qui a fait débuter toute l'histoire Matra. Lagardère, il a eu des réussites avec cette voiture et c'est ce qui l'a poussé à faire la MS 650, 670, tout ça qui ont fait rayonner la France à l'international. Et j'avais envie de faire ce tribut. Et puis c'est assez beau parce que j'ai Julien Beltoise, le fils de Jean-Pierre Beltoise, qui est sur la photo avec Benjamin. Puis je pense à ton pote qui est aussi en fond. Derrière, Laurent Lascaux. Mon pote Laurent Lascaux qui est en feu derrière. C'est complètement fou l'image. Et qui Laurent c'était la première fois qu'il se mettait en feu. Donc c'était une vraie première pour lui. Et la photo, elle a été faite en un clic. Et si tu le faisais pas en un clic, t'es obligé de tout remettre en place? Bah au moins remettre Laurent en feu et compagnie, tu vois. C'est fou de dire, je le rallume, quoi. Et j'ai la preuve parce qu'il y avait quelqu'un qui filmait à côté de moi et on entend Laurent et moi j'attends et puis on entend clic et le clic il est vraiment au moment de la pochette. Et donc c'est vraiment pas un montage cette pochette. Et voilà, je suis content parce que c'est une belle pochette. Elle est magnifique, ouais. Et pour le coup, l'album a été un succès. Il a eu l'album de l'année. Enfin, voilà. Pour rester un peu dans les rencontres, t'as parlé tout à l'heure de Johnny Hallyday. Est-ce que tu le rencontres un peu dans les mêmes périodes que Romain Grosjean? Ouais, à peu près, ouais. Parce que je sais que c'est un peu la personne qui vous a réuni avec Mathieu Lamour aussi. Ouais. Est-ce que t'as la collection Bayon, tu rencontres avec Mathieu, on s'est rencontrés sur la collection Bayon, qui était aussi un moment magique, parce que je pense que Mathieu, il a eu deux grands moments dans sa vie, professionnelle et humainement, hormis peut-être son mariage et la naissance de ses enfants, mais il a eu la collection Bayon, qui était un moment, je pense qu'il restera dans l'histoire de l'automobile, enfin dans l'archéologie automobile en tout cas. Et j'ai vraiment été le premier à cristalliser cet endroit quelques minutes ou quelques heures après qu'il l'ait découvert. Notamment la 250 Short Wheelbase d'Alain Delon. Ouais, c'était fou. Il y avait les gants, il y avait encore les gants dans la boîte à gants, quoi. Alors, c'était magique. Et moi, je me suis glissé sur le siège. Je me suis dit putain, c'est fou, quoi.
Voilà. T'avais l'impression de déterrer un trésor qui était resté vraiment inerte et intact. Ouais. Et d'ailleurs, je crois que le moment d'ailleurs où moi je suis arrivé, je ne suis pas sûr qu'il savait déjà que c'était celle de Delon. Ok. Pas sûr. Il faudrait demander à Mathieu. Et d'ailleurs, Ouais. je vous invite à écouter l'épisode avec Mathieu parce que justement, on a pas mal parlé de la collection Bayon. Et ensuite Johnny Hallyday. Forcément. Moi, j'ai rencontré Johnny Hallyday. Ça a été une fulgurance parce que je l'ai rencontré à la fin de sa vie. Mais j'ai passé beaucoup de temps avec lui, notamment à Los Angeles. Il ne supportait pas que je dorme à l'hôtel. Donc du coup, si je venais, j'étais obligé de lui dire que je venais et que je venais chez lui. Donc Ça a été un coup de foudre amical, quoi. Ça a été un coup de foudre amical. Et puis surtout, à cette période, il avait pas beaucoup de copains qui aimaient autant les bagnoles et les motos que lui. Donc il avait trouvé un bon guignol pour parler moteur. Et c'était génial. Moi, enfin, je sais pas, tu vois, j'ai grandi dans le nord de la France. Johnny Hallyday, c'était presque un truc ringard pour moi. Enfin, qui était très loin de moi. Et qui était intouchable. Enfin, tu vois, genre, pour moi, c'était une image, Johnny Hallyday. Et là, je me retrouvais à faire de la moto avec lui, à faire de la bagnole avec lui. C'était drôle. Et puis même, je me souviendrai toujours qu'un jour, il m'avait regardé hyper sérieusement. Il m'avait dit, et je vais vous faire une imitation parce que je le tiens un petit peu. Ah, j'attends que ça. Et il m'avait fait, tu connais pas quelqu'un chez Ford? Et je lui ai dit, je sais pas, Johnny, je peux me renseigner. Parce que j'aime bien la nouvelle GT40. Et je lui ai dit, bah ouais, c'est une belle voiture et tout, elle n'était pas encore sortie. On pourrait la préparer et faire le 24 heures du Mans tous les deux. Il t'a sorti ça comme Ouais. ça. On parle de Johnny, il avait déjà 72 ans. Et il me regarde hyper sérieux, il me dit, on pourrait faire les 24 heures du Mans. Et j'étais là. Et en fait, Johnny, c'est un mec qu'on peut pas lui dire non, quoi. Genre, et je l'ai regardé et je me suis dit, bah ouais, on pourrait, ouais. Moi, derrière, là, j'ai fait une course de 24 heures. J'ai fait les 24 heures de Manicourt avec les rencontres Peugeot. Avec Kavinsky, avec Vinko. Ouais. J'étais mort. Genre, bah oui. j'ai déjà ne pas dormir 24 heures, je pensais pas que c'était possible. J'en pouvais plus. Mais alors le faire à un rythme de 24 heures du Mans, à 250, 300, machin, improbable. Puis j'en ai pas les compétences de toute façon. Je le dis pour les auditeurs qui sont peut-être un peu plus jeunes, mais Johnny, il pilotait sévère avant. Ouais, il a cassé beaucoup de voitures. oui, il a cassé forcément. Mais ouais, il avait un bon coup de volant, ouais. Mais comme beaucoup de gens de cette époque-là, Christophe aussi, le chanteur, il y a une vidéo, je vous invite à regarder. Tu tapes Christophe Iena Ferrari, c'est les archives de l'INA, et il a une 250 GTO, un truc comme ça, et c'est assez drôle. Le mec lui demande, il lui dit alors combien faut vendre de disques pour vous acheter une bagnole comme ça, et puis là, il y a un blanc comme ça, il fait le calcul et il dit genre 250 000 disques. Genre, Il faudrait que je regarde cette vidéo. Ouais, il a surtout eu beaucoup de voitures. Il a eu toutes les voitures. Il y a eu 2 histoires marrantes, enfin 3 histoires. La première, un jour, il me dit, je passe devant une boutique à Los Angeles et je vois une AC Cobra avec écrit original. Elle était à $850,000 et Johnny, c'était la voiture de ses rêves. Et je rentre à la maison, je dis, j'ai vu une AC Cobra. Il me dit, on y va. Donc on part et tout. Et là, il monte dans la caisse et il me dit, il dit au mec, je la prends. Et je dis à Johnny, discret devant le mec, je dis, Johnny, attends, bouge pas parce que, tu sais, c'est peut-être pas une vraie. Renseigne-toi sur l'histoire de. Je lui dis, viens, on se renseigne. Je lui dis, c'est un peu bizarre. Je lui dis, c'est pas assez, c'est trop cher pour une réplique, c'est pas assez cher pour une vraie. Je lui dis, viens, laisse-moi 24 heures et tout. Et j'appelle Mathieu. Et je lui ai dit, tu peux me vérifier, j'avais pris les numéros, tu vois. Et Mathieu me dit, non, laisse tomber, il y a genre juste la moitié du châssis qui est vrai, le reste, c'est que du faux, quoi, tu vois. C'est une super réplique, mais c'est une reconstruction, ça coûte 250 000 euros maximum. Donc je tue le truc, et puis le lendemain, en fait, il lui fallait un truc, donc il est allé s'acheter une Mercedes AMG GT jaune fluo, voilà, fallait qu'il comble le truc. Le manque, quoi. Le manque. Et il était hyper déçu. Puis un jour, il me dit,
il me dit j'aimerais bien vendre mon hot rod pour l'assaut de Laetitia, la bonne étoile. Et je lui ai dit, bah écoute, on peut la vendre à Paris, à Rétromobile, via mon pote Mathieu. Et puis là, il me dit, ah bah si tu veux, invite-le à mon anniversaire la semaine prochaine. Et j'appelle Mathieu. Mathieu, c'était son idole, Johnny. Et je lui dis, bah viens passer la semaine avec moi et Johnny. Et puis il est venu passer la semaine, ils ont rigolé, ils sont devenus potes. L'histoire, c'est que, parce qu'il en a parlé du coup pendant son épisode, Mathieu, il m'a dit, il est même pas resté une semaine, il est resté 2. Ouais. A priori, ou 10 jours. Ouais, c'est ça, ouais. On a passé beaucoup de temps. Ouais, c'était son père spirituel presque. C'était vraiment son père spirituel, mais Johnny dégageait ce truc-là. Moi, quand il est mort, ça a été foudroyant, quoi. Genre, j'ai pleuré comme quand j'ai pleuré comme mon père. C'était horrible. Tu l'as connu les combien de dernières années de sa vie? 3 dernières années de sa vie. 4 dernières, peut-être. Et j'ai accessoirement fait ses dernières photos et cette dernière pochette d'album. Il y a eu un album qui est sorti après, mais c'était une vieille photo qui avait été reprise. Mais j'ai fait sa dernière photo. Mais voilà, je pensais pas un jour être lié à ce garçon. C'est fou quand il pense. C'est fou. C'est fou. Et un jour, justement, dans la même période, c'était mon anniversaire. Et puis, un jour, on se baladait. Il voulait m'inviter à bouffer tous les deux à Los Angeles. Et je me souviendrai toujours, on était dans sa Rolls. Et il s'arrête sur le bord de la route comme ça. Et puis, il me regarde et me dit pour ton anniversaire, je vais t'acheter une Harley Davidson. Et donc là, je suis dit... En fait, il m'avait foutu hyper mal à l'aise parce que j'osais pas lui dire non. Donc j'étais là, non, mais Johnny, non, mais ça va et tout. Il me dit, mais si, on va aller chez Bartels. Bartels, c'était le mec qui préparait ses motos, qui lui vendait ses motos à Los Angeles. Et il me dit, je vais te préparer une moto, je vais t'acheter une moto. Et puis je lui ai dit, non, mais Johnny, tu sais quoi, en plus, je dis, laisse tomber. Je voulais pas lui dire non. Et je lui ai dit, tu sais quoi, t'as plein de motos dans ton garage. File-moi une moto que tu t'en sers plus, quoi, tu vois. Et il me dit, bah, t'en choisis une, tu vois, genre. Et moi, il y en a une qui me plaisait vraiment, qui était en fait la plus vieille qu'il avait, parce que c'était une moto qu'il avait réussi à garder longtemps. Et pour moi, ça avait du sens. Et puis, j'ai accepté le cadeau. Et puis, 15 jours après, je l'ai rappelé, je lui ai dit, Johnny, c'est adorable et tout. Mais je dis, je peux pas accepter ce cadeau, j'y rêve pas, quoi, tu vois. Mais en l'occurrence, on peut vendre la moto aux enchères pour une association. Et c'est ce qu'on a fait, c'est parti avec son hot rod. Et la moto, elle a été vendue 250 000 €, sachant qu'elle en valait peut-être 20, tu vois. Et c'est le record mondial d'une Harley Davidson jamais vendue au monde. Incroyable. Même une Harley de Elvis Presley, ça n'avait pas été vendu ce prix-là. Incroyable. T'as dû être d'autant plus content de la vendre. Bah, on était hyper contents. Et puis, et lui était content aussi. Et voilà. Je sais que tu dois filer, mais j'avais juste une dernière petite question. Ouais. Est-ce que... Ah oui. Est-ce que dans les stars un petit peu US que tu as pu photographier aussi, est-ce que ça t'a lié avec certaines personnalités? Mais la moto, les voitures, c'est quand même, c'est toujours un truc qui lie, c'est quand même un lien avec des gens, même des gens qui sont pas forcément dedans. Il y a toujours, c'est ça que j'aime, c'est qu'il y a toujours une histoire autour de l'automobile. Il y a toujours un rapport avec ses parents, sa famille, son grand-père, un oncle, un amoureux, une amoureuse. On a forcément un souvenir automobile, même si on n'est pas passionné. C'est toujours vecteur d'histoire. Et puis en fait, on pourrait passer aujourd'hui 5 heures si on avait le temps. Et on pourrait se raconter 1000 choses parce que des histoires autour de l'automobile, j'en ai plein. On fera une part 2. On fera une part 2, ouais. En tout cas, merci beaucoup Mathieu. Bah, merci à toi. Et puis je sais que tu dois filer, donc on va s'arrêter là. Mais effectivement, je pense qu'on aurait pu continuer pendant très longtemps. À très bientôt. Salut. Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast. C'est gratuit, il faut juste un iPhone ou un Mac. Un seul commentaire suffit puisqu'il n'est pas assigné à un épisode précis, mais à l'ensemble du podcast. Ou simplement à le partager, ça m'aide énormément à gagner en visibilité. D'ailleurs, j'ai décidé de vous lire un commentaire à la fin de chaque épisode. Aujourd'hui, c'est Nico qui écrit « Ce podcast m'accompagne pendant mes longs trajets en voiture. J'admire le talent de Yann à proposer des épisodes de près de 2 heures où l'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Il sait faire preuve de discrétion pour laisser la place à son invité tout en intervenant adroitement afin de ne pas perdre le dynamisme de l'interview. Joli travail. » Et signe
un ancien propriétaire de Xara VTS. Merci beaucoup Nico. En plus, un ancien propriétaire de Xara VTS, j'espère que c'était une phase 1. Je ne peux que respecter. Talent, je ne suis pas sûr. En revanche, passion, ça c'est une certitude. Et je suis content de vous accompagner toujours plus nombreux à travers vos trajets en voiture. Et d'ailleurs dans d'autres circonstances que pour beaucoup c'est aussi pendant le running. Bref, en tout cas, ça pousse à continuer à vous proposer le contenu le plus qualitatif possible et avec la plus grande variété, avec des invités vraiment très différents. Vous retrouverez toutes les coulisses du podcast sur Instagram, @dbg_podcast, et vous pouvez découvrir les vlogs sur la chaîne YouTube Dans la boîte à gants. En effet, allant à la rencontre de mes différents invités à l'occasion des enregistrements, je vis des expériences uniques que j'ai décidé de vous partager à travers les vlogs. Alors foncez vous abonner à la chaîne YouTube Dans la boîte à gants et sur votre plateforme de podcast préférée. Pensez aussi à activer les notifications pour ne rien rater des prochains vlogs et épisodes. Vous pouvez aussi découvrir tous les épisodes qui sont déjà sortis que vous n'avez pas encore eu le temps d'écouter. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.